Que se passe-t-il vraiment avant un krach boursier ? Qu'est-ce qui déclenche un effondrement qui dépasse la simple explosion d'une bulle spéculative pour devenir une véritable crise financière générationnelle ? Comme en 2008, lorsque les titres adossés aux crédits hypothécaires ont provoqué la plus grosse bulle immobilière de l'histoire. Une bulle qui a éclaté quand les défauts de paiement ont dépassé les 79%, faisant chuter les prix de l'immobilier jusqu'à 40% dans certaines régions. Les grandes villes ont été particulièrement touchées. Ou encore le krach qui a déclenché la Grande Dépression, laissant un Américain sur 4 sans emploi avec une explosion de l'itinérance à travers le pays. Mais voilà, la plupart des krachs ne surgissent pas de nulle part. La peur de se réveiller et de voir son épargne fondre, ses investissements s'effondrer, est bien réelle. Pourtant, des signaux apparaissent toujours avant l'impact. Et si vous savez les repérer, vous pouvez éviter de vous faire piéger. Dans cette vidéo, on va décortiquer 4 schémas récurrents qui précèdent systématiquement chaque krach boursier. Et surtout, ce que les investisseurs les plus avisés peuvent faire dès aujourd'hui en s'appuyant sur les données actuelles du marché pour s'y préparer. Pour comprendre comment se forment les crashs, il faut d'abord comprendre les bulles. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur exemple que celui des tulipes. Aux Pays-Bas, en 1636, les tulipes étaient devenues plus précieuses que l'or. Un seul bulbe pouvait se vendre jusqu'à 25 000 € en équivalent actuel. La demande avait atteint des sommets absurdes. Certains spéculateurs achetaient et revendaient des bulbes sans jamais les avoir vus, se contentant de signer des contrats sur du papier, pari après pari. Les gens hypothéquaient leur maison pour entrer dans la course, persuadés que les prix allaient continuer de grimper indéfiniment. En quelques mois, la tulipe était passée d'une fleur décorative à un actif financier surévalué. Et puis tout s'est effondré. En février 1637, les acheteurs ont disparu. Les prix se sont écroulés quasiment du jour au lendemain, certains bulbes perdant 99% de leur valeur. Des fortunes entières ont été balayées en quelques jours. Et bien que les pertes aient été concentrées sur une petite partie de la population, la confiance dans l'économie hollandaise a mis des années à se rétablir. Mais ce n'était que le début. D'autres bulles allaient suivre, à des échelles bien plus larges. En 1720, l'histoire se répète, cette fois en Grande-Bretagne. La Compagnie de la mer du Sud, créée pour gérer la dette nationale, obtient un privilège commercial exclusif avec les colonies d'Amérique du Sud. Sur le papier, c'est une opportunité en or. Mais très vite, les profits réels se révèlent bien moindres que les promesses. Malgré tout, les actions flambent. Le cours de la compagnie passe de 100 à plus de 1000 livres sterling en l'espace d'un an. La fièvre spéculative contamine tout le pays. Des domestiques investissent leurs économies. Des membres du Parlement empruntent massivement pour acheter des actions. Même Isaac Newton, le plus grand esprit scientifique de son temps, y laisse une grande partie de sa fortune. Il aurait déclaré amer : « Je peux calculer le mouvement des astres, mais pas la folie des hommes. » Et comme toujours, la réalité finit par rattraper la spéculation. Les bénéfices promis n'arrivent jamais. La bulle éclate, les actions chutent brutalement, des milliers d'investisseurs sont ruinés, provoquant une vague de suicides, des faillites en cascade et un effondrement de la confiance dans les institutions financières britanniques. En 1929, les États-Unis connaissent une période d'euphorie économique. La bourse de New York est en pleine ascension. Des millions d'Américains investissent, souvent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Les banques prêtent sans retenue. Les entreprises gonflent artificiellement leurs résultats et la presse vante un avenir radieux où tout le monde peut s'enrichir. Mais derrière cette façade prospère, la surproduction industrielle provoque une accumulation d'invendus. Les ménages s'endettent au-delà du raisonnable et les marges de crédit enflent dangereusement. Le 24 octobre 1929, surnommé le Jeudi noir, le Dow Jones s'effondre. La panique gagne les investisseurs. Des foules envahissent les banques pour retirer leurs économies. En une semaine, plus de 30 milliards de dollars de valeur boursière s'évaporent. Ce n'est pas qu'un krach financier, c'est le début d'une spirale infernale. Les entreprises licencient en masse, le chômage explose, les faillites se multiplient, la crise s'étend au monde entier. Et pendant une décennie, ce sera la Grande Dépression. Une génération entière marquée par la peur de perdre son emploi, son logement ou simplement de pouvoir nourrir ses enfants. Tout cela parce qu'un système basé sur une bulle spéculative a fini par s'effondrer sur lui-même. En 2008, la bulle n'est plus immobilière, elle est financière. Les banques américaines ont empilé des milliards de dollars en prêts immobiliers à haut risque, les fameux subprimes, accordés à des ménages souvent incapables de rembourser.
Mais plutôt que de gérer ce risque, elles l'ont maquillé sous forme de titres complexes revendus aux quatre coins du monde. Pendant des années, les prix de l'immobilier ont grimpé. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Acheter, revendre, emprunter encore. L'accès facile au crédit entretenait l'illusion d'une richesse infinie. Mais en 2007, les défauts de paiement explosent. Les emprunteurs ne peuvent plus rembourser, les maisons sont saisies et l'offre dépasse brutalement la demande. Les prix plongent, et avec eux, la valeur des titres adossés à ces crédits. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement du monde, dépose le bilan. C'est le choc. Les marchés s'effondrent, le système bancaire mondial vacille. Les gouvernements injectent des milliers de milliards pour éviter un effondrement total. Mais l'économie mondiale entre en récession. Des millions de personnes perdent leur emploi, leur logement, leur retraite. Et tout ça, une fois encore, parce qu'on a cru qu'une croissance sans fin était possible, même bâtie sur des fondations pourries. Quand on regarde ces crises les unes après les autres, une chose saute aux yeux. Elles ont toutes des racines différentes, mais suivent une même mécanique. Une dynamique d'euphorie collective, des excès de crédit, des valorisations délirantes, puis l'effondrement brutal. Et plus important encore, elles ont toutes été précédées par les mêmes signaux. Aujourd'hui, on va décortiquer 4 schémas qui apparaissent juste avant chaque crack et qui sont déjà visibles en ce moment. Pas dans un futur lointain, pas dans un scénario catastrophe, mais ici et maintenant sous nos yeux. Le premier signe annonciateur d'un crack, c'est une explosion du crédit. Avant chaque crise, l'économie semble tourner à plein régime. Les salaires montent, la consommation explose, les investissements affluent, mais en coulisses, cette croissance repose sur une montagne de dettes. Les ménages empruntent pour acheter une maison, une voiture, ou simplement pour maintenir leur niveau de vie. Les entreprises s'endettent pour racheter leurs propres actions, gonflant artificiellement leur valeur en bourse. Et les gouvernements creusent leurs déficits pour soutenir la croissance, tout en espérant que la fête continue. En 2008, les crédits hypothécaires subprimes avaient transformé l'économie en bombe à retardement. Aujourd'hui, les dettes des ménages américains dépassent les 17 000 milliards de dollars, un record historique. Mais ce n'est pas tout. Les cartes de crédit atteignent aussi des sommets avec plus d'1 billion, soit 1000 milliards de dollars de dettes en cours. Et les défauts de paiement sont déjà en forte hausse, notamment chez les jeunes adultes. Autrement dit, la dynamique actuelle est exactement la même que celle qui a précédé 2008, mais à une échelle bien plus vaste. Le deuxième schéma, c'est l'euphorie boursière. Avant chaque effondrement, les marchés atteignent des niveaux délirants. Les investisseurs parlent de nouvelle ère, d'un monde où les règles classiques ne s'appliquent plus. Et dans cet excès de confiance, les entreprises sont valorisées bien au-delà de leurs fondamentaux. Avant la crise de 2000, les startups technologiques sans bénéfice valaient des milliards. En 2008, les banques affichant des portefeuilles toxiques étaient encore jugées trop grosses pour faire faillite. Et aujourd'hui, le ratio cours-bénéfice du S&P 500, c'est-à-dire le prix payé pour chaque dollar de profit, dépasse 32. C'est près du double de la moyenne historique. Des entreprises comme Nvidia, Tesla ou même Amazon sont valorisées comme si leur croissance allait doubler chaque année, indéfiniment. Mais dans la réalité, la croissance ralentit. Les bénéfices stagnent. Et pourtant, les prix continuent de grimper. C'est exactement ce qu'on appelle une bulle, un écart grandissant entre la réalité économique et les prix des actifs. Et quand cet écart devient trop grand, il finit toujours par se refermer, brutalement. Troisième signal, la concentration extrême des marchés. Avant chaque crack, une poignée d'acteurs concentre l'essentiel des investissements, rendant le système entier vulnérable à un choc isolé. Aujourd'hui, 7 entreprises américaines, surnommées les Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Meta et Tesla, représentent plus de 30% de la capitalisation totale du S&P 500. Autrement dit, près d'un tiers de la bourse américaine dépend de seulement 7 sociétés. Et ce n'est pas tout. Les ETF, ces fonds indiciels passifs que tout le monde achète sans trop y penser, sont massivement exposés à ces mêmes géants. Si l'un d'eux chute, tout le marché vacille. C'est le même mécanisme qu'en 2008, où les banques, trop grandes pour faire faillite, ont fini par contaminer l'économie mondiale entière. Plus un marché est concentré, plus il devient fragile parce qu'il repose sur moins de piliers. Et aujourd'hui, cette fragilité est à son comble. Quatrième et dernier schéma, l'illusion de sécurité offerte par la technologie. Avant chaque crise, une innovation prétend éliminer le risque. Dans les années 2000, c'était les fameux CDO,
des produits financiers complexes censés répartir le risque, mais qui ont, en réalité, masqué l'ampleur du danger jusqu'à l'effondrement. Aujourd'hui, cette illusion a changé de forme. Elle s'appelle l'intelligence artificielle. Des algorithmes pilotent désormais la majorité des transactions boursières. On parle de trading haute fréquence, de gestion automatisée des risques, de modèles prédictifs censés anticiper les chocs. Mais voilà le problème. Tous ces systèmes reposent sur les mêmes données, les mêmes hypothèses, les mêmes modèles. Autrement dit, ils réagissent tous en même temps et dans la même direction lorsqu'un événement imprévu se produit. Plutôt que d'amortir un choc, l'IA peut donc l'amplifier. En 2010, le fameux flash crash a vu le Dow Jones perdre près de 1000 points en quelques minutes avant de rebondir brutalement, simplement à cause de déclenchements automatiques d'algorithmes. Aujourd'hui, ces systèmes sont encore plus rapides, plus puissants, et donc potentiellement plus dangereux. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Nous assistons, en ce moment même, à l'alignement de tous les signaux qui ont précédé les plus grands cracks de l'histoire. Une explosion du crédit, des valorisations boursières déconnectées de la réalité, une concentration extrême du marché. Et une foi aveugle dans la technologie comme rempart contre le risque. Individuellement, chacun de ces signaux est préoccupant, mais ensemble, ils dessinent le même scénario que 1929, 2000 ou 2008. Cela ne veut pas dire qu'un crack est garanti demain matin, mais cela signifie que le terrain est prêt. Il ne manque plus qu'une étincelle, une crise géopolitique majeure, un défaut bancaire inattendu, ou même un simple retournement de la confiance des marchés. Les investisseurs les plus avisés ne cherchent pas à prédire le jour exact du crash. Ils cherchent à lire les signaux, à protéger leur position et à se préparer intelligemment. Parce que dans chaque crise, il y a ceux qui tombent et ceux qui avaient vu venir la vague bien avant l'impact.